Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Marketing. Je suis aujourd'hui avec Angela Beuillet afin d'interviewer donc Marjolaine Catil. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Bien sûr, donc Marjolaine Catil, je suis la Chief of Staff du président de NSI, qui appartient donc au groupe de LVMH. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivé ici dans la maison NSI aujourd'hui s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, en fait, moi j'ai commencé chez Guerlain par un apprentissage donc de 2 ans en même temps que mon master chez ESCP Europe. Après, j'ai fait 1 an et demi chez Ernst & Young et au cours de cette mission chez Ernst & Young, en fait, j'ai fait plusieurs missions, notamment dans le retail, des missions de conseil et aussi des missions d'audit. Et c'est là que j'ai découvert NSI, une espèce de pépite en Charente qui était totalement ouverte à l'international, qui portait tout ce que j'aime dans le luxe. Donc j'ai voulu rejoindre cette maison et puis je suis rentrée par la direction internationale. Donc est-ce que vous pouvez justement nous présenter la maison NSI et le concept ? Alors NSI, donc c'est une maison qui a été fondée en 1765 par Richard NSI. Richard NSI, c'était en fait à la base un Irlandais qui est venu en Charente au moment de la guerre et qui est resté, qui a vu une immense opportunité pour fonder une maison de négoce de cognac. Et à partir de là, donc la maison NSI a grandi de plus en plus. Aujourd'hui, c'est quand même la première marque de spiritueux au monde, devant Jack Daniel qu'on connaît mieux en France, mais c'est quand même une marque. C'est justement une marque surtout au rayonnement international parce qu'on vend plus de 99% à l'étranger finalement. C'est pour ça que c'est moins connu en France. Pourtant, c'est une marque qui a une puissance énorme et notamment aux États-Unis, c'est quelque chose qui est une marque qui est profondément ancrée dans la culture, notamment de hip-hop, de musique. Donc on est repris dans plein de clips de Nas, de Tupac, etc. Donc c'est une marque qui est une marque vivante et qui commercialise donc du cognac, qui est un produit vraiment d'excellent. Je pense qu'on pourra y revenir après. La plupart de vos clients sont plutôt basés à l'étranger ? Sans aucune hésitation, à l'étranger. Oui, c'est pas un alcool qu'on boit beaucoup ici. Alors non, surtout aussi par le fait de la loi E20, forcément. Donc on est soumis à cette législation qui du coup nous met beaucoup de contraintes pour justement développer cette partie lifestyle d'NSI, où on est associé, vous savez, on a un partenariat avec la NBA, associé avec la musique, etc. En France, c'est quand même très compliqué. Et donc nos consommateurs, on va plutôt les retrouver vraiment de manière très très diversifiée mondialement, principalement aux États-Unis et en Chine. D'accord. Alors pour continuer, tout simplement, pourquoi le nom NSI ? Eh bien, par son fondateur, Richard NSI, donc qui a donné, c'est notamment son fils finalement qui a donné son nom à la création légale de la société. Et ce nom, en fait, s'est poursuivi de génération en génération. Ce qui est d'ailleurs très intéressant par rapport à cette maison, et je pense que toutes les maisons LVMH ont aussi ce caractère très ancré dans l'histoire. On est, par exemple, en fait, il y a eu 2 familles qui ont fondé NSI. Il y a eu la famille NSI, qui était plutôt sur le côté négoce, et on a eu la famille qui était plus sur le côté savoir-faire, de cognac, qui était la famille Fiou. Et aujourd'hui, on en est à la 8e génération finalement de maîtres assembleurs. Donc de personnes qui s'occupent de sélectionner les eaux-de-vie du cognac et de faire en sorte que le cognac à la fin qu'on met dans notre bouteille, il est vraiment exceptionnel. Il a un goût très particulier. C'est cette famille-là qui s'occupe du coup de la fabrication. Alors c'est aujourd'hui au comité de dégustation, donc le comité qui s'occupe de sélectionner les eaux-de-vie, on retrouve Renaud Fiou de Gironde, qui est issu de cette 8e génération de maîtres assembleurs depuis la création de l'entreprise. C'est vraiment une histoire de transmission, de savoir, etc. Et qui accentue donc vraiment l'histoire qui est tout autour de cette marque. Exactement. Oui, en fait, on a vraiment deux angles très forts pour NSI. C'est vraiment notre spécificité. C'est autant cet ancrage dans le savoir-faire avec un lien. Enfin, le fait de se rendre compte qu'il y ait 8 générations qui se soient succédées, c'est pas anodin. On a développé des choses depuis des centaines d'années qui sont encore là. Nos produits, VS, VSOP, donc nos gammes principales, elles sont là depuis des dizaines d'années. On n'est pas dans une création de produits nouveaux et en fait on tue les anciens, on a une continuité. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très propre aux maisons justement LVMH, non ? Alors oui, totalement. Ça c'est vraiment, et moi c'est ce que j'aime dans ces maisons de luxe, c'est qu'on arrive finalement à mettre en valeur un patrimoine et une histoire en leur donnant un coup de frais. Et là j'en viens au deuxième aspect d'NSI, qui est tout cet aspect lifestyle. On est ancré dans les cultures locales d'une manière vraiment en fait hyper enthousiasmante. C'est-à-dire qu'on va autant être ancré comme je vous parlais plutôt dans la culture hip-hop aux États-Unis, etc. Mais maintenant, par exemple, en Afrique,
on aide les nouveaux créateurs à se lancer, enfin les nouveaux business. Donc on fait partie finalement un petit peu de ce tissage culturel qui fait progresser les sociétés. Pour en revenir un petit peu au cognac, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et par qui il est fabriqué ? Alors bien sûr, on est plus de 1000 personnes chez NC, donc par qui ce n'est pas une personne, c'est une belle collaboration avec vraiment la recherche de l'excellence à chaque étape. Donc comment est fabriqué un cognac ? On part déjà d'un vignoble, donc il faut savoir que la valorisation aussi du cognac, c'est du fait qu'elle dépend d'une AOC. Donc c'est une AOC qui est située autour de Cognac, donc en Charente, au-dessus de Bordeaux, donc avec une superficie vraiment délimitée. On récolte donc ce raisin, principalement de l'Uni blanc qui vient de cette surface. On le transforme en vin. Après, on fait une double distillation dans un alambic charentais. Donc on va récolter ce qui est l'essence même du raisin. Et ensuite, on va le mettre dans des barriques pour le faire vieillir. Et là, on va arriver dans une autre étape qui est tout aussi importante que ce choix du raisin et le fait de le distiller, c'est le fait de choisir. Et c'est là que justement entre en jeu le maître assembleur. Il va déguster en fait tous les jours à 11h, ils se réunissent dans le bureau du comité de dégustation. Ils vont tester chaque eau-de-vie et ils vont voir comment les assembler pour à la fin créer le bon profil du cognac. Et il faut savoir qu'après, quand on se dit qu'on vend quand même, nous, des centaines de millions de bouteilles par an, quand on parle du VS, ça doit être toujours le même profil organoleptique. Donc en fait, à partir de vignobles différents, d'années différentes, recréer le même blend, le même mélange, c'est une prouesse. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit un des membres du comité de dégustation, Alain Deray, m'avait dit, mais en fait, faire un super millésime de 100 bouteilles, c'est pas, entre guillemets, si dur que ça. Par contre, faire des millions de bouteilles qui ont le même profil organoleptique, ça c'est vraiment une prouesse. Et pour revenir au vignoble, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est un vignoble AOC, s'il vous plaît ? Oui, donc AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Donc c'est tout simplement une limite géographique. On indique que géographiquement, cette parcelle-là fait partie de l'AOC, cette parcelle-là n'en fait pas partie. Donc nous, pour pouvoir écrire cognac sur nos bouteilles, le raisin doit provenir de cette AOC. Sinon, on ne peut pas dire que c'est du cognac. D'autres critères aussi de l'AOC, c'est le fait par exemple qu'on ne peut pas faire, je vous parlais de barriques, on ne peut pas utiliser par exemple des barriques qui ont contenu du whisky. C'est obligatoirement des barriques qui ont contenu du raisin. Sinon, on ne peut pas. C'est pas appelé du cognac. Donc c'est en fait des règles très, très fermes, mais en même temps qui ont donné une spécificité au cognac, notamment par rapport au whisky, qui est plus sur de l'innovation. Nous, on est vraiment sur un profil très très cadré et qui du coup, d'un point de vue consommateur, est facilement identifiable. C'est-à-dire qu'ils savent absolument ce qu'ils vont trouver. Donc ça donne une grande richesse et c'est pour ça que souvent, on est quand même positionné de manière plus premium que nos concurrents spiritueux. Il y a quand même une recherche de l'innovation dans la maison NC. Alors on ne fait que ça. Mais en effet, comme ce produit finalement il est très sacralisé, on limite l'innovation. Enfin, l'innovation elle est au quotidien, comme je vous l'ai dit, pour réussir à faire cette prouesse. On va beaucoup plus aller finalement dans l'innovation dont je vous ai parlé, qui est de l'innovation culturelle, l'innovation autour du produit. On fait des éditions limitées. On a des partenariats, par exemple, avec la NBA, qui est quand même un partenariat mondial assez impressionnant. Quand on sait que la NBA, c'est 1 milliard de fans à travers le monde au minimum. Donc c'est plutôt, en fait, en essayant de pousser toute cette dimension lifestyle d'NC qu'on innove. Et après, le produit, en fait, on le respecte plutôt. Comment se fait-il que NC soit la marque de cognac et comment elle a réussi à émerger par rapport aux autres marques de cognac, aux autres produits de cognac ? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça revient à ce que je vous parlais tout à l'heure sur le lien qu'on a eu avec la communauté du hip-hop aux États-Unis. Je pense que ça a été un tournant majeur. Et en fait, on a eu... ça vient même d'un de nos distributeurs qui s'appelait Schiffling et qui a été un des premiers finalement à mettre en avant la communauté afro-américaine. Et donc, par ce lien authentique qu'on a eu avec cette communauté qui a fondé le hip-hop, donc en fait, on les a accompagnés là-dedans. En fait, on en a récolté les fruits après, au fur et à mesure des années. Voilà, je pense que NC, on a eu cette bonne intuition, finalement, et en même temps, cette ouverture. NC, ça a toujours été sur le fait de s'ouvrir aux cultures locales, et grâce à ça, ça nous a permis de, finalement, nous mélanger avec elles, et donc d'arriver à être en premier devant les autres maisons de cognac. Donc, vous nous avez dit que vos principaux clients étaient situés à l'étranger. Est-ce qu'il y a un profil particulier avec lesquels vous traitez ou pas ? Alors, tout le monde s'approprie NC, justement, comme je vous disais, d'une manière locale. Si je pars de la Chine, cette fois-ci, le cognac est principalement consommé à l'occasion des repas. Donc, par exemple, en Chine, on va plutôt être des moments de consommation qui sont, par exemple, au moment de réunions familiales, donc du Nouvel An chinois, qui se passe en janvier-février.
où là, voilà, on va se retrouver en famille, on va offrir une bouteille de cognac et on va le consommer pendant le repas. Plutôt des gammes un peu élevées, comme VSOP XO. Donc plus de $60 ou $200. Aux États-Unis, on va plutôt être sur des qualités plus premium, donc comme VS, donc plus $40-50. Et on va les consommer lors de, on va dire, beaucoup aussi lors de fêtes. Donc ça va pas être la même énergie, pas les mêmes moments. C'est tout pris de. C'est pas la même culture aussi, donc forcément. Voilà. Ça s'adapte totalement. Ça s'adapte à la culture locale. Exactement. Et en Europe, on va plus être dans le côté cocktail ou voilà avec un bar. Enfin, on va être plus sur pas beaucoup de quantité, mais très bien valorisé. Donc en fait, chaque pays se l'approprie d'une certaine manière. Donc pour en revenir à vos exploitations agricoles, avec combien d'exploitations travaillez-vous actuellement ? Alors on en travaille avec un grand nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'est pas. Donc votre question est bien posée, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des exploitants agricoles. On en a une petite parcelle, mais c'est plus pour justement faire de l'innovation. On fait, justement, quand on revient à l'innovation, on fait beaucoup d'innovation sur la vigne. Arriver à améliorer les rendements, à mieux soigner les maladies de manière respectueuse dans l'environnement. On fait énormément d'innovation sur ce plan-là. Mais au-delà de ça, on travaille donc avec nos partenaires et NC essaye au mieux finalement de les accompagner, que ce soit finalement dans leur quotidien. Voilà, gérer une affaire, ça demande beaucoup de ressources. Donc nous, si on peut aussi prêter nos ressources pour les aider, on le fait. Et aussi justement dans ce côté innovation pour améliorer les pratiques environnementales, voilà, pour développer le rendement, on est là aussi. Donc vous êtes quand même très proche avec vos exploitants. On est très très proche. On a fait il y a quelques semaines une grande fête pour réunir tout NC. La journée d'avant, c'était avec eux. Donc, Et comment sont distribués vos produits, où on peut les trouver au quotidien ? Alors, vous pouvez les trouver à peu près partout. Ils sont distribués dans les grandes surfaces. Après, forcément, en France, comme c'est pas un marché, le marché principal, voilà, vous allez les trouver de manière plus restreinte. Mais voilà, aux États-Unis, vous vous baladez dans n'importe quel, ce qu'on appelle des liquor stores. Donc, aux États-Unis, c'est des magasins où on ne vend que des spiritueux. Vous allez trouver un rayon NC bien fourni et qui se défournit très vite. Et justement, vous disiez que en France, c'était pas un alcool extrêmement consommé, contrairement à par exemple les États-Unis. Comment vous faites en France pour la publicité, ce genre de choses, à cause de la loi E20 qui régit la loi concernant l'alcool ? Alors totalement. Alors en fait, en France, on peut mettre en avant le savoir-faire. C'est quelque chose qu'on peut faire, donc on le fait. Et après, on essaye justement d'être plus d'être dans les lieux de consommation directement. C'est-à-dire sans faire de publicité, etc. On va être dans les lieux de consommation. On va être dans les palaces aussi. On essaye de pousser aussi ces segments-là. Donc on trouve d'autres manières. Là où c'est, moi je trouve personnellement dommage, c'est qu'en fait, Annecy, c'est tellement plus que le savoir-faire qui est énorme, mais voilà, il y a tous ces deux dimensions dont je vous ai parlé. Donc voilà. Mais on pousse du coup surtout la dimension savoir-faire et la dimension luxe. Ok, super. Vous organisez des événements justement autour d'Annecy, autour de ce savoir-faire, autour des partenariats avec par exemple la NBA dans l'année ? Alors, on ne peut pas en France, si c'était la question. C'était la question en France ? Alors en France, à l'international Alors des événements NBA, on en a constamment à travers le monde. On a justement vous pouvez regarder sur Internet, on a fait des terrains de basket dans des lieux improbables, à Sydney en Australie, tout en haut de Tours en Chine, etc. Enfin, donc, on fait vraiment de gros événements avec la NBA. On a forcément, on suit tout le planning de la NBA avec le All-Star Weekend, avec les playoffs, etc. Donc il y a énormément de gros événements autour de la NBA. Et en France, on fait aussi des événements. Par exemple, on avait une édition limitée avec les Twins. Vous savez, les danseurs de Beyoncé, qui sont français. Et eux, on a pu faire un événement avec eux. Voilà. Et quelles sont les retombées concrètes de ce genre d'événement ? Par exemple, un événement organisé avec la NBA, comment vous allez pouvoir percevoir les retombées qualitatives et quantitatives ? Alors c'est un bon point. Alors, donc on a deux choses. Premièrement, d'un point de vue quantitatif, en fait, on fait des éditions limitées NBA. Donc on va voir si tous nos volumes de ces éditions limitées sont vendus et en combien de temps. C'est surtout ça qui est intéressant. Et un deuxième point, c'est qu'on va étudier les médias. Les réseaux sociaux et on va voir justement est-ce que on améliore finalement l'engagement qu'on fait du public ou pas, quelle zone, on va voir quel type aussi de personnes on engage. C'est aussi important pour nous de comprendre à qui on parle. NC, donc, comme je vous ai raconté par rapport à l'histoire, on a quand même commencé notre grande histoire et notre ascension avec la communauté. Et c'est quelque chose qui est resté très fort et qu'on a toujours envie de valoriser, donc on est particulièrement attentif à ce que pensent les gens d'NC, qui ils sont, pour finalement en fait, se nourrir d'eux autant qu'ils se nourrissent de nous. C'est vraiment un échange.
Et pour en revenir toujours à la NBA, excusez-moi, pendant le Covid, donc la NBA a été aussi extrêmement affectée concernant les playoffs, tout ça, où ils étaient dans des bulles. Vous, comment vous avez vécu justement cet impact au sein d'Annecy ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Annecy est un modèle très diversifié, comme je le disais. On est bien répartis entre la Chine, les États-Unis, l'Afrique, l'Europe, etc. Donc, au moment de la crise Covid, en fait, quand un marché va mal, l'autre marché peut aller très bien. Donc, en fait, nous, la crise Covid, on l'a plutôt beaucoup mieux vécue que d'autres marques, parce qu'on avait cet équilibre géographique. Certains de nos concurrents étaient quasiment totalement concentrés en Chine. Donc, eux, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant le Covid. Donc, on a cette force d'être diversifié. Ok, super. Maintenant, on va parler un petit peu plus de vous et de votre parcours. Donc, je laisse la parole à Angela. Alors, tout d'abord, une question toute simple. Comment êtes-vous rentrée dans la maison Annecy ? Comme je disais, en fait, j'ai fait une mission externe pour Annecy. Donc, je suis venue en Charente, à Cognac, découvrir la maison, l'entreprise, les gens aussi, parce qu'il y a quand même une atmosphère assez particulière du fait que c'est une maison où il y a des gens qui sont là de famille en famille. Donc, il y a un ancrage dans l'histoire. Et en même temps, j'ai eu ce que je vous ai dit, finalement cette ouverture sur le monde d'Annecy qui est hyper présente aux États-Unis, en Chine, donc qui m'a tout de suite attirée. Donc j'ai demandé de rejoindre Annecy et j'ai été engagée dans la direction internationale pour le directeur international Boris de Vroomen. Et j'ai commencé par de l'analyse commerciale. Donc j'analysais finalement, quand je vous parlais des éditions limitées, j'analysais justement ces performances business des éditions marketing. Ce qui était très intéressant. Et après, en fait, de fil en aiguille, j'ai été responsable de toute ce qu'on appelle la business intelligence. Donc, c'est justement cette réflexion business qui va allier qu'est-ce que nous, on propose, comment réagissent les marchés. Voilà. C'est comment ramener vraiment au terrain et au concret la stratégie marketing qu'on peut faire. C'est pour lier les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très belles idées marketing, très créatives, et ça sera génial et ça sera beau, mais peut-être que c'est pas totalement en adéquation avec le marché. Donc, tout l'enjeu, finalement, de cette direction internationale, c'est d'arriver à créer des ponts entre des idées qui essayent aussi de tirer le marché vers d'autres idées, d'être un peu visionnaires, mais en même temps en reconnaissant une certaine réalité terrain, de tout lier. Et donc j'étais vraiment, et du coup j'essayais de lier aussi avec la supply chain, la finance, j'essayais vraiment d'être cette courroie qui identifie des opportunités, des problèmes, qui brise un peu aussi des silos qu'on peut parfois avoir entre directions, mais pour créer en fait une énorme valeur et aussi une réactivité. Parce que c'est aussi ça le point des maisons qui sont ancrées dans le temps et dans l'histoire, c'est que parfois, forcément, on est moins agile qu'une start-up. Ouais, il ne faut pas s'essouffler. Voilà, il ne faut pas s'essouffler, puis il faut aussi, vu forcément l'agenda qu'on a tous les jours, malgré tout prendre le temps d'aller se parler, etc., pour créer des connexions. Quel est le nom exact du poste que vous occupez et en quoi consiste-t-il, s'il vous plaît ? Donc mon métier, c'est Chief of Staff du président de Annecy. Il s'agit en fait de gérer les projets stratégiques de la marque, le plus souvent confidentiels pour le président. Justement, vous êtes un maillon, entre guillemets, entre le président et tous les autres départements de l'entreprise. Et généralement, dans les entreprises, on les accuse un peu d'être trop en silo. Chacun est dans son coin et justement, vous arrivez à créer une sorte de symbiose, en tout cas une unité entre les différents départements, marketing, commercial, logistique, supply chain, etc. C'est un très bon point. C'est ça. En fait, une des parties, donc, c'est vraiment de faire avancer ces projets stratégiques. Et la deuxième casquette qui est importante pour moi, c'est justement d'être à l'écoute de ces équipes, de pouvoir en fait avoir une approche très de type ascenseur. C'est-à-dire je vais monter très haut, je vais devoir embarquer des présidents, d'autres maisons, des directeurs, etc. Et en même temps, je vais redescendre très bas avec les juniors, etc., comprendre leurs problématiques et je vais pouvoir, dans un sens, faire remonter l'information, dans l'autre, traduire finalement les inflexions stratégiques et pouvoir aider ceux qui sont en train de les réaliser à mieux les comprendre. Et justement, dans ce rôle-là, vous êtes toute seule ou vous avez un coéquipier, un collègue ? Alors non, je suis toute seule. En plus, comme la plupart des informations que je traite sont quand même confidentielles, on peut pas on peut pas en faire ça à beaucoup. Mais pour autant, en fait, dès que j'ai des sujets, en fait, je peux me reposer sur d'autres personnes, des autres équipes. En fait, par exemple, là, j'ai pu faire toute une accélération de la société par rapport au Web3. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué une équipe de manière totalement organique et non officielle avec des différentes personnes qui avaient envie tout simplement de progresser sur ces sujets. Et voilà, et en fait, on l'a fait ensemble. Donc ça se fait très naturellement, il n'y a pas besoin d'avoir toujours une structure hiérarchique derrière. Juste pour rebondir, comment vous avez réussi à être identifié pour arriver à ce poste à tant de responsabilités en étant relativement jeune ? Je pense que ça se fait déjà aussi, surtout par des rencontres. C'est-à-dire que les rencontres qu'on peut faire est toujours une envie de s'enrichir
grâce à ces rencontres, de progresser. Bien sûr, à un moment donné, il faut des compétences, un certain socle de compétences, mais c'est grâce au fait qu'on cherche à renforcer finalement son intériorité. Constamment, mon mari est professeur de philosophie, donc je pense que ça doit y jouer. Mais voilà, on cherche constamment à progresser, à développer des qualités fortes, même si voilà, ça demande beaucoup d'efforts, c'est pas forcément facile. Et à un moment donné, il y aura la bonne rencontre au bon moment qui vont faire que voilà, tout ça finalement qu'on a planté, qu'on a fait grandir pendant un certain nombre d'années, ça se concrétise. Vous pensez que là-dedans, il y a un petit peu de chance aussi ou pas forcément? Alors il y a toujours un facteur chance, et c'est aussi pour ça, je pense que quand parfois les gens se demandent mais moi je fais tout, etc. et pourtant ça tombe pas. En fait, à un moment donné, il y a le kairos, il y a l'équation entre moi qui me suis préparée, parce que s'il n'y a pas ça, ça va pas marcher, et la fenêtre qui s'ouvre à un moment donné. Donc, il faut être préparé à sauter dans la fenêtre. Au bon moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou plusieurs rencontres marquantes durant votre parcours ? Moi, ma plus grande rencontre, c'est mon mari. J'ai transformé ce podcast en déclaration, mais c'est clairement lui qui a été, qui a été là, qui a été le plus attentif, qui m'a aussi aidé justement à faire cette progression, qui est pas juste, c'est pas une histoire de comment on se présente d'une manière superficielle, c'est une manière de comment au quotidien on se construit chaque jour pour essayer d'être quelqu'un de toute simplicité, un tout petit peu meilleur, mais à la fin, voilà, c'est la somme de tout ça qui fait qu'on en vient on en vient à être à la place qui nous correspond. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que j'aspirais à une carrière assez ambitieuse, ça je le cache pas. Mais en même temps, c'est surtout parce que je ressens que c'est là qu'est ma place et j'ai envie de le prendre d'une belle manière. Et ça, mon mari est toujours là pour m'aider à le faire. Vous êtes combattante d'un sport de combat, donc de MMA. Est-ce que cette partie-là de votre vie a eu un impact dans votre vie professionnelle au sein d'Annecy ? Alors, on a bien rigolé grâce à ça. Alors oui, je pense que ça, de toute façon, ça a un impact parce que, encore une fois, si je reviens au fait de construire son intériorité, ça nécessite quand même de se dépasser, de faire ce genre de choses. Ça veut quand même dire se retrouver dans une cage avec une personne qui veut nous mettre des coups de poing, etc. Donc, faut y aller. Il y a une préparation très intense. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré le moment, j'étais aux anges. Les mois d'avant, voilà, c'était très dur, etc. Parce qu'il faut monter la barre encore plus haut pour le jour J être prêt. Et donc, toute cette préparation mentale, encore une fois, c'est ce qui nous permet c'est ce qui, moi, m'a permis de me construire. Et puis, j'adore ça, donc moi, je le fais avec plaisir. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui vient m'enrichir et qui, après, peut se ressentir de manière indirecte. J'en sais rien, mais c'est possible. Vous avez sûrement plus de mental pour affronter les choses du quotidien à Annecy, peut-être. Oui, voilà. Je l'ai toujours eu, mais ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est aussi agréable de faire quelque chose qui se manifeste de manière si concrète. C'est-à-dire que d'avoir même une victoire, etc. On se dit je l'ai fait, etc. Donc encore une fois, c'est plein de petites choses qui viennent nous renforcer et nous donner envie en fait de refaire de réaccomplir un peu des rêves comme ça. Moi, c'était un rêve de faire un combat de MMA, un gala comme il faut. Et voilà, je me fixe un autre rêve et j'y vais. Je rebondis juste sur le fait que vous disiez tout à l'heure que vous avez créé une équipe pour le Web 3.0. Et est-ce que justement vous recherchez des personnes avec une certaine mentalité, avec une certaine intériorité pour justement vous entourer ? Alors oui, alors moi je trouve qu'en fait, donc moi j'ai clairement j'ai l'esprit de conquête de Annecy, ça c'est sûr, mais je trouve que, et c'est aussi une des valeurs de la maison, il y a un esprit collectif. Et cette équipe donc de Web3, je l'ai vraiment initiée avec un certain état d'esprit, et les personnes qui sont venues avaient cet état d'esprit qui était on en veut, on va donner, on va s'éclater en travaillant très dur, et en même temps on a cet état d'esprit qui est que ensemble on va créer quelque chose qui est beaucoup plus gros que si le meilleur d'entre nous se mettait tout seul à faire quelque chose dans son coin. Et donc c'est vrai que garder cet état d'esprit qui est pas constamment un état d'esprit compétitif où on garde tout pour soi, mais avoir plutôt un état d'esprit ouvert où on cherche à construire avec. Et après, faut pas s'inquiéter parce que de toute façon, il y aura des paillettes pour tout le monde derrière. Mais au moins, ce sera une aventure collective et je pense que ça, c'est important. Dernière question sur vous. Quelles études vous avez fait, s'il vous plaît ? Alors moi, j'ai fait ma prépa à Henri IV. Après, j'ai passé les écoles de commerce et j'ai été reçue à HEC, ESCP et SEC. Et après, donc, je suis allée à l'ESCP où j'ai fait 3 années, dont 2 années en alternance, comme je vous disais, chez Guerlain. Donc j'ai énormément appris d'être en alternance. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des programmes pour mettre en application et faire en fait, c'est toujours une histoire de faire des connexions, de faire des ponts entre la théorie et la pratique,
entre les personnes, pour le Web3, entre le digital et le physique. Créer des ponts, c'est vraiment ce qui crée de la valeur. Donc, du coup, pour faire votre métier, ce serait plutôt prépa et école de commerce, ou alors on peut faire autre chose? Alors, je sais pas la voie pour mon métier parce que c'est pas un poste classique. Voilà, c'est un poste particulier. Je pense malgré tout, si des gens visent ce genre de poste, il y a deux aspects. Il faut être et en même temps très structuré. Ça veut dire qu'il faut absorber aussi tout ce que veut le président. Donc, il faut arriver à reprendre tout ça et à le faire avancer pour lui. Et d'un autre côté, il faut aussi un sens du relationnel pour justement embarquer toutes les personnes pour réaliser ces projets. Donc, je pense que on peut y venir de différentes manières. Les écoles de commerce en sont une, peut-être d'autres. Encore une fois, pour moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de se construire, de fait d'être attentif aux rencontres, et puis ça finira par marcher. Après, il y a d'autres positions qui sont aussi intéressantes. Je pense pas que je sais pas si les gens veulent viser ce poste-là en tant que tel. Je pense que c'est plutôt on vise d'autres directions parce que il y a un poste pour la société, donc c'est peut-être un petit peu juste, mais viser d'autres postes. Et après, c'est par le travail fourni que les gens peuvent se faire repérer et potentiellement. Il n'y a pas forcément un parcours type. Je pense pas qu'il y ait parcours type, non. Moi, je suis pas le bon exemple pour le parcours type. Quelle est la place actuelle que peuvent avoir les jeunes qui souhaitent s'engager au sein de la maison NC? Alors pour nous, les jeunes sont vraiment très importants. On a eu, d'ailleurs, un énorme renouvellement finalement des salariés d'NC au cours des dernières années. On a beaucoup de places en alternance chez NC, donc justement pour les immerger dans nos métiers, que ce soit des métiers marketing, mais aussi beaucoup de métiers liés à l'eau de vie, à l'amont. Donc on recherche énormément de jeunes, notamment aussi sur Cognac. On propose beaucoup de choses. Je sais qu'on a aussi des projets dans le futur pour encore plus attirer tous ces jeunes dans une maison qui franchement allie de manière assez singulière savoir-faire et modernité. Et quels conseils pourriez-vous leur donner pour travailler justement dans ce secteur du luxe? Alors je pense que le premier point, c'est vraiment d'apprendre par soi-même, d'aller faire des recherches, d'être actif, c'est-à-dire de ne pas juste attendre que la porte s'ouvre, parce que comme j'ai dit, il faut que la porte s'ouvre, mais il faut être prêt en face de la porte. Donc je dirais de faire beaucoup de recherches, aller sur les sites. On a un site Carrière NC. Vous pouvez regarder d'ailleurs. En fait, il y a déjà beaucoup de renseignements qui sont donnés aux personnes qui cherchent les informations. Donc il faut déjà faire ce premier pas. Et après, je dirais faut rencontrer des personnes. Voilà, il y a plein de gens qui sont totalement ravis de pouvoir raconter ce qu'ils sont en train de faire. C'est encore une fois se confronter au réel, pas rester dans la théorie. Voilà, on a la théorie, c'est bon, on a compris ce que c'était. Maintenant, on va confronter à qu'est-ce que vous faites au quotidien, à quoi votre journée ressemble. Et après, en dernier temps, avoir l'esprit de conquête, se lancer. Est-ce que vous auriez des sources d'inspiration à recommander à nos auditeurs en termes de culture, de marketing? Ça peut être un podcast aussi, bien évidemment. Écoutez, il y a un podcast marketing qui est très bien en podcast, je vous le conseille. Non, c'est vrai que même moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve que c'est des formats très enrichissants qui sont centrés sur le fond. Donc, je recommande vivement de les regarder. Et puis après, vous pouvez aussi, ce qui est un bon réseau d'informations, suivre finalement les personnes qui vous inspirent sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Et souvent, ces personnes vont justement publier un article, etc., qui va pouvoir vous enrichir. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes étudiants ou aux lycéens, s'il vous plaît? Rejoignez-nous. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci. C'était un plaisir. À bientôt sur Marketing. Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode, donc merci et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.